Stefan Schröder est un écrivain et comédien allemand. Il est né à Munich, où il a grandi. Après avoir rêvé de devenir zoologiste, il se tourne vers l'art et étudie l'art dramatique à l'université Volkswagen Hochschule d'Essen. Il a été membre du Burgtheater Ensemble de Vienne et du Berliner Ensemble. Il a ensuite travaillé comme acteur indépendant au théâtre, au cinéma et à la télévision. Pendant plus de 9 ans, il a interprété le rôle du commissaire criminel Tom Kowalski dans la très populaire série télévisée allemande Soko Leipzig. En 2017, sur les conseils et le coup de pouce de son partenaire au théâtre, un grand comédien, lui-même écrivain, il publie son premier livre aux éditions Revolt, il faut quand même le souligner, intitulé « Was alles in einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder ». Tout ce qui peut se trouver dans un être humain, rencontre avec un meurtrier. Un mémoire sur son service volontaire dans une prison à Berlin, où il va, à partir de 2013, visiter régulièrement un prisonnier. Son livre raconte cette étrange relation qui va se mettre en place avec cet homme, emprisonné, condamné à perpétuité pour meurtre, ancien membre de l'extrême droite, et pour lequel il va devenir au fil des ans non seulement un assistant d'exécution de peine, mais aussi son plus proche interlocuteur, on pourrait même dire son confident. À travers ce récit, Stefan nous raconte sa propre évolution, la modification de son regard sur cet homme, et en miroir sur lui-même, ses interrogations, son questionnement sur les décisions et les tournants qui font qu'une vie réussit ou échoue. Ce livre sera suivi par 2 romans, tous 2 publiés chez Revolt Verlag. Mein Sommer mit Anja, qu'il publie en 2020, et Planck oder Hals, Das Licht seine Leichtigkeit verlor, qui sort en 2020 et où Stefan raconte l'amitié entre Max Planck et Albert Einstein, la relation entre des pères célèbres et leurs fils, et l'amour en des temps troublés. Stefan Schröder est membre de l'Académie allemande du cinéma et a été nommé ambassadeur d'Exit Allemagne en raison de son engagement contre l'extrémisme de droite. Il travaille actuellement sur un nouveau projet, un roman inspiré de la vie d'un personnage réel, la danseuse et actrice allemande Anita Berber, femme libre et aventureuse qui a provoqué de nombreux scandales pendant la République de Weimar. Stéphane va nous présenter en français son dernier roman publié, Planck oder Hals, puis il nous lira un extrait en allemand, la version originale. Bonsoir. On me demande souvent comment cette histoire m'est venue. Je suis un parent très éloigné de Max Planck. Très éloigné, cela signifie que mon arrière-arrière-grand-mère était la sœur de Max Planck. Et même si c'était il y a longtemps, dans ma famille, on était très fiers de ce vénérable ancêtre. Mon grand-père est né en 1900. Je l'ai connu quand j'étais enfant. Mon grand-père correspondait encore avec Max Planck, ou plutôt avec l'oncle Max, comme il l'appelait. Je me souviens encore d'une lettre de Max Planck à mon grand-père qui était encadrée et accrochée au-dessus du canapé dans le salon de mes grands-parents. Je crois que Max Planck le remerciait pour des vœux d'anniversaire. Je n'ai pas pu lire cela si précisément, car la lettre était écrite en Sütterlin, l'ancienne calligraphie allemande. Mais ce qui était passionnant pour l'enfant que j'étais, c'est qu'il y avait une très grosse tache d'encre noire sur cette lettre. Et en tout petit, Max Planck avait écrit en dessous, en caractère d'imprimerie, « Excuse-moi pour la tache ». Cela me le rendait très sympathique quand j'étais enfant. Je pensais que si un grand homme comme lui,
lauréat du prix Nobel, ne voyait pas de problème dans une grosse tache d'encre, alors moi aussi je pourrais devenir quelqu'un. En grandissant, mon père m'a parlé de la tragédie de la famille Planck. Et c'est principalement de cela qu'il est question dans mon roman. Max Planck avait un fils, Erwin, qui était secrétaire d'État sous les derniers chanceliers de la République de Weimar. Le jour où Hitler est arrivé au pouvoir, il a pris son chapeau et s'est retiré de la politique. Car il disait, cet homme va créer un État criminel. Plus tard, il s'engagea dans la résistance et fut arrêté dans le cadre de l'attentat du 20 juillet. Ce roman se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale et couvre une période relativement courte, du 6 octobre 1944 à mai 1945, peu après la fin de la guerre. Nous suivons 6 personnages à des dates précises alors qu'ils se trouvent dans des lieux différents, mais qu'ils sont pourtant tous reliés entre eux par des événements qui les impactent au même moment. Tout d'abord, nous nous rendons à Rogitz, un village près de Magdebourg, où Max Planck et son épouse se sont réfugiés pendant la guerre. Ils ont trouvé refuge dans le château d'un ami industriel. Max Planck a déjà 86 ans à ce moment-là. Son fils Erwin l'avait à l'époque poussé à quitter Berlin en raison de l'intensification des attaques aériennes. C'était une bonne décision. Quelques mois après que le couple Planck ait quitté Berlin, leur villa de Berlin-Grunewald avait été bombardée et a entièrement brûlé. Les autres protagonistes de ce roman sont l'épouse d'Erwin, Nelly, l'ami de Planck, Albert Einstein, et son fils Eduard, qui se trouve à la même époque au Burghölzli, l'hôpital psychiatrique de Zurich. Et l'ami d'Einstein de l'époque, Margarita Konyonkova, qui était une espionne russe, alors qu'Einstein n'en savait rien. Das Bekenntnis. 6. Oktober 1944, Rogitz. All die Jahre hat er versucht, nicht anzuecken. Hat versucht, in diesen schwierigen Zeiten nicht viel Aufhebens zu machen, immer in der Hoffnung, dass man ihn und seine Kollegen würde gewähren lassen. Wissenschaft und Politik, das waren 2 Dinge, die man trennen musste. Wissenschaftler sollten sich aus der Politik heraushalten und im Gegenzug sollte die Politik die Wissenschaftler in Ruhe forschen lassen. Der Meinung ist er immer gewesen. Dass mit dem Regierungswechsel ein Unglück über Deutschland hereingebrochen ist, hat er hingegen von Anfang an so empfunden. Sicher, er hat es nicht so düster kommen sehen, wie es sein Sohn von Beginn an prophezeit hat. Erwin hat es wissen müssen. Sein Blick fällt wieder auf den Brief, der vor ihm auf dem Schreibtisch liegt. Er rückt die Brille zurecht. Der Präsident der Reichskulturkammer steht als Absender groß im Briefkopf. Sehr geehrter Herr Geheimrat, mit diesem Brief erlaube ich mir, Sie an die Beantwortung meines Schreibens zu erinnern. Beginnt der Text, den er schon dutzende Male gelesen hat. Für gewöhnlich
benötigt er keine Erinnerung. Für gewöhnlich ist er von preußischer Pünktlichkeit und selbstverständlich beantwortet er normalerweise jeden Brief sorgsam und ohne viel Zeit verstreichen zu lassen. Aber auch dieses Erinnerungsschreiben liegt bereits seit über einer Woche hier. Erneut erinnere man ihn, heißt es weiter darin, den bereits früher angeforderten Beitrag zu der Broschüre Bekenntnis zum Führer zu liefern. Max Planck sitzt am Schreibtisch des Gästezimmers seines Gutshauses in Rogetz, dem kleinen Dorf in der südlichen Altmark fern seiner Berliner Heimat, und weiß nicht mehr weiter. Zum Führer bekennen soll er sich, dabei hat er das noch nie getan. Ein Freund des Nationalsozialismus ist er von Anfang an nicht gewesen. Er sieht aus dem Fenster. Vor ihm erstreckt sich der weitläufige Park, der das Gutshaus umgibt. Mächtige Linden- und Ahornbäume, rechter Hand die Gutskirche mit ihrem aus Feld- und Granitsteinen erbauten massigen Turm. Auf der Straße vor dem Torhaus spielen ein paar Kinder. Es ist später Nachmittag, die Sonne steht bereits sehr tief. Auch wenn es heute recht warm ist, macht sich der Herbst allmählich bemerkbar. Erwin sitzt inzwischen im Gefängnis. Gottlob im Gefängnis. Dass man dafür einmal dankbar sein würde, hätte er sich auch nie träumen lassen. Aber nach 8 Wochen Konzentrationslager, nach 8 Wochen Ravensbrück, da ist man als Vater erst einmal in höchstem Maße erleichtert, wenn man erfährt, der Sohn sei in die Justizvollzugsanstalt Tegel verlegt worden. Schließlich hört man so einiges, wie es in den Konzentrationslagern zugehen soll. Hochverrat wirft man seinem Sohn vor. Beteiligung an den Machenschaften des 20. Juli, am Versuch, den Führer seiner verfassungsgemäßen Gewalt zu berauben, sagen sie. Ein Haftbefehl liegt immer noch nicht vor, aber den braucht man in diesem Land schon länger nicht mehr. Leute, die es wissen müssen, haben ihm vorsichtig zu verstehen gegeben, man müsse mit dem Schlimmsten rechnen. Seitdem versucht er, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um seinen Sohn zu retten. An das Reichssicherheitshauptamt, zu Händen des Reichsführers Himmler, hat er einen Brief geschrieben. Er könne sich nicht vorstellen, dass Erwin irgendetwas mit den Geschehnissen des 20. Juli zu tun habe. Er sei auf seinen Sohn angewiesen. Sein Leben lang habe er sich bemüht, nur für seine Wissenschaften und seine Ehrenämter da zu sein und eben auf diese Weise dem Vaterland zu dienen. Er bitte darum, sich in seine Lage zu versetzen. Maria, die Schwester von Erwins Ehefrau Nelly, hat gleichzeitig an eine Freundin geschrieben, die Himmlers Frau kennt. Sie hatten sich beim Roten Kreuz kennengelernt. Frau Himmler möge doch bitte ihren Mann auf das Gesuch von Max Planck aufmerksam machen. Das Ergebnis war ernüchternd gewesen. Vor 3 Wochen erhielt er einen kurzen Antwortbrief von einem Adjutant Schlauch. Die Belastung seines Sohnes Erwin sei so groß, dass eine Entlassung nicht möglich sei.